Alright, fait que 9e épisode du MVP Performance Podcast du premier quart ou le premier trimestre, comme on aimerait dire, de la saison 2025. Aujourd'hui, on va parler de training camp, spring camp, mais de l'entraînement puis tout ce qu'on veut faire ou ce qu'on doit faire avant, pendant, après le spring camp pour maximiser les performances, puis pour certains, peut-être s'assurer de ne pas perdre les gains qu'on a fait à travers le début du off-season. Fait qu'on se lance aujourd'hui. Bam, je sais pas si tu as une histoire de Spring Camp avec laquelle tu voudrais commencer? Sinon, moi, j'en ai une quand même pas pire. Go for it, man. Alright, fait que pour ceux qui ne le savaient pas avant que la Ligue U-Sport décide de niveler vers le bas, le Rouge et Or de l'Université Laval avait le droit d'aller faire un camp d'entraînement en Floride à chaque année. Je connais Puis, cette ben, histoire-là. maintenant, c'est plus possible. Écoute, la raison exacte pourquoi, je ne sais pas, mais semblerait-il qu'à peu près tous les head coachs, tous les directeurs d'équipe ou peu importe d'école ont voté contre, mis à part comme 2 écoles au Canada, parce que hey, c'est beaucoup trop un gros avantage par rapport au recrutement ou je sais pas. La réalité, c'est cool, là, mais man, je suis pas allé à Plusieurs Laval années pour aller plus en tard, on Floride. peut se rendre compte que ça n'a aucun impact sur le recrutement parce que C'est vrai. Laval, année après année, a toujours les meilleurs QV au Québec. Puis, sincèrement, comme oui, c'est cool d'aller en Floride, mais man, si t'es allé à Laval parce que tu voulais aller en Floride, achète-toi achète un billet d'avion, là, pars de Burlington ou de Plattsburgh, ça va te coûter 200$, là, comme, tu iras pas, peu importe. Fait que voilà, ok, fait que c'était l'histoire d'un training camp en Floride, à Laval. Il y a d'autres histoires de training camp en Floride, mais eux, on ne les comptera pas aujourd'hui. Non, Dont certaines incluant votre bien-aimé coach Marc-Antoine. ouais, fait que ça va être pour nos membres Patreon. Et OnlyFans pour Ouais, certaines exact. histoires. Non, mais rien, ouais, cette histoire-là, j'étais. Oh, on y va. Ok, je t'écoute. Je revenais de. J'étais comme en rehab, je revenais, puis c'est un des seuls training camps que j'aurais pu faire parce que je m'étais pas fait opérer avant. OK? Si je me trompe pas, c'était comme ma première Floride. Ma première ou ma deuxième Floride. Anyways, on arrive en Floride, on a fait une méga ride de bus, puis moi je m'étais amené tous mes snacks, je voulais pas aller chez McDo, comme je m'étais fait du jerky, mais tout était fait, j'avais traversé des fruits, des légumes, j'étais fait un paquet d'affaires de comme, moi je vais bien manger, je vais arriver en Floride fresh, tout le monde va manger du McDo, puis je vais être un next level. Fait que c'est ça qui se passe. On arrive en Floride, puis là on est à l'hôtel, le training camp commence le lendemain, puis moi j'ai la brillante idée de me dire, ah ouais, je vais aller dans le sauna, je vais aller comme chiller, recover un petit peu. J'ai On dit, était pas, ensemble. on était ensemble, on est On allé était dans le sauna. ensemble. Oui, On parce va qu'on ensemble. voulait s'acclimater à la chaleur. Ouais, c'est vraiment, c'est vrai, Habituer nos corps pour le heat ouais, du training camp en c'est Floride. vrai, c'est vrai. Fait que là, passe probablement beaucoup trop de temps dans le sauna. Moi, j'ai même pas réfléchi à comme tout ce qui était l'hydratation autour de ça, là, comme j'avais pas d'électrolyte, whatever. Puis moi, je m'acclimatais à la chaleur, puis j'allais être prêt pour le lendemain. Lendemain matin, moi, je me dis, alright, on Euh, est rendu, je vais aller au gym avant la première pratique. Fait que là, yeah, je- pour t'activer. pour m'activer, puis faire un petit workout, whatever, puis là, je me dis, je me souviens pas si c'était avant ou après le déjeuner. Anyhow, je rentre dans le gym, je fais, man, si je me trompe pas, là, quelque chose comme des external rotation ou des trap 3 ou genre des genres de shrug down avec le lat pull down, quelque chose comme ça. Puis je me suis barré le dos, mon gars. Barré le dos. Au point que, je te jure, Oh. j'étais pris à 4 pattes dans le gym puis j'étais pas capable de bouger. J'étais plus capable de me lever debout. Il a fallu que, je sais pas qui était là ou qui m'a vu. Ben, je me souviens pas si je m'entraînais avec quelqu'un ce matin-là, mais il y a quelqu'un qui est allé chercher les physios. Puis la première journée du camp, je l'ai passée dans mon lit pendant que tout le monde est parti au camp. Puis ça s'est pas replacé, là. J'ai eu de la misère à marcher tout le camp. J'ai pas pratiqué une fois du Oh. camp. Oh, je me souviens, t'avais mal dans le dos quand on est redescendu en boss. Ah, Mais ben, c'était pendant que toi, terrible. t'étais pogné dans ton lit, moi, je fais ma première pratique. Feel good, tout. Première pratique, va bien. Là, c'est un format de 2A. Deuxième pratique. Là, c'est la pratique d'opposition 12-12, one-on-one, etc. Commence à cramper des jambes bien raides.
Je fais un sprint sur un 12-12 quelque chose. Je tombe à terre comme si je Ben m'étais non! fait headshot. Boum! Pow! Les deux ischios crampés. Je suis sur le dos. Je suis comme ah, ah, ah. Pas capable de bouger les jambes. Je suis poigné au sol. Tu sais, les deux gars qui étaient sûrs d'être plus smart que tout le monde. Hey, moi, je vais en faire plus. Hey, moi, je vais faire la bonne affaire. Mais les deux piments, mais ça n'a Il pas y en a fucking un qui a le sens. dos barré, puis l'autre, il a les ischios crampés. Puis guess what? J'ai eu mal aux ischios tout le reste du camp. Là. Quand tu pognes des solides crampes, là, Ah, ça c'est fait ça. mal. Là. Ouais, Puis là, ouais, t'es ouais. pogné avec ça. Et comme, fuck, c'est day one. Là. Il y a Ça, comme c'est 15 incroyable. pratiques, il y a 10 pratiques dans la semaine. Là. Incroyable. Mais on fait ces erreurs-là. On a fait toutes ces erreurs-là là, pour permettre à la nouvelle Ben génération oui, de joueurs de football de ne pas faire les erreurs exactement. qu'on a faites. On a testé les meilleurs et les pires protocoles pour pas que vous ayez à le faire. Anyways, Training Camp Stories, ok, il y en a plusieurs autres. Patreon, OnlyFans, vous viendrez nous rejoindre, on vous parlera de la suite. On va se lancer dans le core du sujet aujourd'hui. Premièrement, je veux te poser la première question, peut-être que j'avais. Est-ce qu'on doit, puis ça, c'est des philosophies qui sont différentes selon plusieurs coachs. Selon toi, est-ce qu'on doit se préparer pour un spring camp? Est-ce qu'on doit faire comme le début du off-season sert à se préparer pour le spring camp, après ça, on se prépare pour la saison? Est-ce qu'on doit piquer pour le spring camp? Comment est-ce que tu vois cette préparation-là pre-spring camp? Sans dire piquer, il faut, en tant que préparateur physique, que tu saches qu'il y a un spring camp, quand est-ce qu'il est, puis que tu prépares tes joueurs à arriver, pas nécessairement top de leur shape, parce que je veux dire, le off-season, c'est long, puis c'est en août que tu veux avoir tes gars le plus en shape possible, puis surtout en novembre, quand c'est des playoffs qui comptent. Mm-hmm. Mais si tu ne prépares pas tes gars, ou toi, tu ne te prépares pas, ben, tu vas arriver à ton spring camp, tu vas te claquer des sprints, tu vas te claquer des drills de special teams, puis tu vas vraiment être plus à risque de te blesser si tu n'as eu aucune préparation pour ça. Fait qu'il faut une préparation minimale. Mais comme ça devrait juste faire partie intégrante de la stratégie de préparation ou de périodisation de ton entraînement. Puis si tu n'as pas de stratégie, tu pars déjà dans le trouble. Tu pars déjà avec une strike. Puis comme malheureusement, se préparer à ce genre d'effort-là, à jouer au foot, on dirait que c'est encore mal compris par les préparateurs physiques au Québec parce que j'entends trop d'histoires de hey, une équipe part minicamp de foot, 6 gars qui se claquent. Mais c'est pas normal. Si Pas tu as parce que c'est au 6 mois de gars qui se mars ou claquent, avril ou peu importe que tu es supposé te claquer parce que tu exact, à joues au ton foot. Là. minicamp en mars ou en avril, ou est-ce que tu as 3 pratiques en dedans de 3 jours, ben, soit tu n'as aucune considération pour la santé de tes joueurs puis tu leur as fait faire des pratiques qui n'ont pas rapport ou sont juste mal préparés en un load qui est, oui, qui est intense, mais qui est normal puis que la plupart des joueurs de football ont déjà vécu dans leur vie. Fait que Puis ça, le pire, c'est ça arrive tellement souvent. ces Faut pas. contextes-là de blessures, en plus, c'est 6 gars-là, le nombre de gars qui se sont blessés, claqués, ben, tu viens de vraiment taxer leur off-season. Là. Je veux dire, un bon claquage, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois à se remettre. Puis la deuxième chose, c'est, dans un contexte comme ça, il y a des histoires de certains camps que un paquet de gars du même groupe de position se blessent. Puis là, après ça, ben, le volume de la pratique n'est pas changé pour tout le monde. Fait que tu as quelques gars du même groupe de position qui, là, sont sur 4 équipes sur 5. Ils sont sur 3 équipes sur 4. Puis là, ils ont un volume de rep qui est insensé, mais faut qu'ils le fassent parce qu'il y a un autre groupe de position qui doivent avoir un nombre de reps. C'est comme quand à Laval, je ne me rappelle plus quelle année, on était vraiment short en linebacker. Tu étais blessé, il y avait d'autres gars qui étaient blessés, etc. Et là, comme par hasard, ben là, je n'étais plus rendu un DB cette année-là, j'étais rendu un backer. Ah, c'était bon, ça. C'est bon. Comme par hasard. Ouais. Pour prendre un shitload de reps à backer. En plus, ça concordait avec un moment où est-ce que ma bodycom commençait à être plus lean puis plus light pour fitter les besoins d'un defensive back. Là. Fait que j'étais comme à 190. Puis là, tu vois tout point de stand sur le coin de la ligne devant un tight end. Ouais, puis c'est aussi quand on pratiquait notre jet technique contre des tight ends de 265 livres. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est une autre bonne histoire, mais comme ça pour dire qu'il y a un groupe de joueurs qui se blessent, fait que l'autre groupe de joueurs est cop.
Et là, moi, j'ai été changé de position, mais que je me suis pas blessé, mais je me suis fait rocker en... J'aurais pu sortir avec une commo ou deux, là. Ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, mais, Fait que mais anyways, ça peut pas arriver. Fait que, non. je veux dire, si c'est ton training camp qui est trop exigeant, ok, c'est une chose. Mais si ton training camp est exigeant, mais comme devrait l'être un training camp normal, puis que c'est la même blessure qui arrive à tous tes joueurs, là, ce que je te parle, c'est 6 claquages d'ischio. C'est pas 6 blessures all around. Un, c'est claquer l'ischio, l'autre sur l'épaule, l'autre. 6 claquages d'ischio. C'est un fucking gros red flag par rapport à la préparation qui a été faite. Il y a trop une grosse différence entre les demandes du spring camp et l'entraînement qui a été fait qui a amené au spring camp. Fait que that's the first point peut-être par rapport à se préparer pour le spring camp. Puis pendant qu'on y est, c'était pas prévu, mais tu penses quoi au concept de faire les tests physiques avant le spring? Tu sais, souvent ce qu'on voit, c'est avant ou pendant le spring camp, il y a des périodes aussi de tests physiques, puis ça se fait à bien des endroits. Là. Universitaire, collégial, ça se fait beaucoup, beaucoup. Puis les tests en tant que tels vont dépendre de chaque endroit. Là. C'est pas tout le monde qui teste les mêmes choses, mais tu penses quoi d'utiliser ce timing-là pour faire des tests? Ben, ça pourrait bien fonctionner. Ça dépend un petit peu du format de Spring Camp, en fait, selon moi. Fait que, tu sais, prime et d'abord, si on se dit que le Spring Camp est concentré sur 10 jours, puis qu'avant cette période-là de 10 jours dans l'entraînement, il y a une diminution du volume qui est déjà prévue, il y a déjà une période de peak, si on veut, qui est prévue, ben, ça peut être un bon moment pour tester des cas parce qu'ils vont avoir des bons scores, parce qu'ils vont être fresh. Ouais. Mais je serais vraiment, vraiment conservateur dans le choix de mes tests à ce moment-là pour ne pas taxer mes gars juste avant le Spring Camp ou dans l'agencement de ces sessions-là. Fait que peut-être qu'il y a 1 ou 2 journées de test suivies de 2 journées qui n'ont rien point de vue physique, ou est-ce que c'est peut-être des meetings, ou est-ce qu'on prépare les pratiques, etc., avant de step sur le field d'après. Mais tu sais, si tu fais des tests de squat 1 RM, bench 1 RM, ou même bench en rep, ça risque de te laisser pas mal plus sore tes joueurs de football. Ça risque de taxer les jours suivants pas mal plus. Les tests de speed aussi, mais si tu as préparé tes gars à OK, il y a un sprint camp, il va y avoir beaucoup de sprints, il va y avoir des sprints de longue durée, etc. Courir 1 ou 2 40 yards all out testé devrait pas être une charge si considérable. Surtout si tu laisses une journée ou 2 de repos après. Cool. Puis après ça, c'est sûr que le format du Spring Camp va dépendre. Là. Je veux dire, on en voit que c'est des week-end minicamp. Il y a des équipes universitaires où est-ce qu'ils vont l'étendre sur 4, 5, 6 semaines à coup de 3 pratiques par semaine, plus une grosse journée là, le week-end. Et c'est sûr que ça, c'est à voir selon la réalité de chacun des programmes. Puis on ne passera pas à travers tout ça là. Maintenant, je voulais qu'on parle peut-être des plus grosses erreurs, mis à part ceux que toi et moi avons fait en Floride. C'est quoi les plus grosses erreurs qu'on va voir dans l'entraînement par rapport au Spring Camp? Tu sais, beaucoup. En fait, ce qu'on voit, c'est des Spring Camps qui sont plus étalés. On voit de l'entraînement à plus basse fréquence, plus bas volume. Quelqu'un qui aurait un Spring Camp de 4, 5, 6 semaines peut-être. Il y en a d'autres que c'est un spring camp de 7 jours intenses, quelque chose comme ça. C'est vraiment ce qu'on faisait en Floride, où est-ce que là, nous, on n'avait pas de muscu du tout, pas de lift. Puis il y en a d'autres que c'est des formats de mini-camp sur 1 ou 2 ou 3 fins de semaine, où est-ce que je sais pas ce qu'ils font avec l'entraînement. Tu sais, comment est-ce que tu vois ça? Yep. Puis peu importe le format de spring camp, que ce soit le mini-camp ou que ce soit étalé sur, OK, il y a 2 pratiques par semaine durant 2 mois, les principes vont être un peu le même dans le sens où est-ce que tu veux prendre plus de ressources pour performer sur le terrain. Fait que tu coupes un petit peu l'énergie que tu mets dans l'entraînement pour dire, OK, là, je vais avoir des pratiques de foot. Fait que si je suis complètement gaz de mes trainings, de mes lifts, de mes sprints, ben c'est sûr que tu vas moins bien performer sur le field, plus de fatigue, c'est là que tu risques de te blesser. Les principes sont les mêmes, mais appliqués à différents degrés, si on veut. Puis, la première erreur que je vois, souvent, c'est plus des gars qui ne sont pas dans des équipes de foot ou c'est des clubs qui prennent cette décision-là, c'est d'arrêter les entraînements en dehors du terrain complètement durant la durée complète du spring camp. Ça peut fonctionner si c'est une semaine intense, OK? Mais si on parle d'un spring camp où est-ce que c'est étalé sur plusieurs semaines,
ben, tu as le temps de te désentraîner. Si tu as le Mhm. temps de te désentraîner, de perdre la force, speed, les qualités athlétiques, ben, tu es forcément plus à risque de te blesser. Ou, pire, tu risques de moins bien performer. C'est vraiment pas ce qu'on veut, c'est l'inverse. Mhm. Puis ensuite, Puis, probablement qu'à partir de là, tu viens te ralentir dans ton off-season parce que tu es 2 ou 3 semaines sans lift, tu recommences après. Ben là, tu sais, ça va te prendre 1, 2, voire 3 semaines revenir au point où tu étais avant de recommencer à faire des vrais progrès, si on veut. exact. Puis comme le timing, les jours, etc., les formats vont vraiment dépendre du Spring Camp. Mais je dirais, règle générale, si tu arrêtes plus qu'une semaine, là, ça commence à être long. Par contre, il va falloir que tu diminues le volume ou quelque chose dans ton training pour avoir plus d'énergie dans tes pratiques. Et l'erreur que je vois, c'est pas de diminuer le volume. Ça, honnêtement, c'est bien fait. Pas de diminuer la fréquence. C'est généralement bien fait aussi. Tu ne veux pas faire 6 lifts par semaine comme tu le fais d'habitude en Spring Camp. 2 fois par semaine, c'est bien en masse. Ce que je vois par contre, c'est que ces lifts-là, l'intensité est beaucoup trop basse. Donc, sert à rien. Quand je parle d'intensité, c'est soit les lifts sont trop légers, soit les lifts sont plus légers, mais ça bouge pas vite, Ouais, ou il n'y a ouais, ouais. pas d'intention dans les mouvements. L'idée pour piquer, pour avoir plus de ressources, c'est vraiment de jouer sur le volume et la fréquence. Les deux vont ensemble. C'est la variable qui va avoir le plus d'impact sur tes niveaux de fatigue. Et si tu veux maintenir tes qualités athlétiques durant un sprint camp, in season, c'est le même principe. L'intensité doit être haute. Et c'est le Puis, problème que je vois le plus souvent. C'est que là, à ce moment-là, le monde arrive en training camp, puis il diminue le volume, diminue la fréquence, diminue l'intensité. Fait que tu n'as plus grand-chose pour maintenir pas grand-chose. puis quand on parle tu sais, de maintenir l'intensité, garder comme un output qui est élevé, puis ça, c'est une chose que je me souviens que tu m'avais déjà dit, tu veux quand même pas te rendre à failure dans un contexte de camp ou de Non. saison ou quelque chose comme ça. Non, puis l'idée, c'est de gager cette intensité-là. Tu peux la diminuer un petit peu, mais si tu te rends avec, au niveau de tes séries, mettons qu'on parle en force, à 1 ou 2 reps in reserve, tu vas en récupérer facilement, surtout si tu ne fais pas beaucoup de séries à cette intensité-là, et ça va quand même maintenir tes qualités. Puis à ce moment-là, pour maintenir, si l'intensité est bonne, tu n'as vraiment pas besoin d'un si gros volume que ça. Fait que ça, c'est si on parle en force. Euh, si on parle plus en power, ben, ça serait de prendre trop light ou de ne pas bouger tes poids assez vite. Fait que prendre très light puis de ne pas développer de vitesse. Fait que par exemple, faire un back squat, full range of motion avec une plaque, puis tu fais 5 reps à une vitesse modérée. En Ben, disant ça accomplit je rien. bouge, puis en disant je bouge, je get du blood flowing, mais Ben, tu sais, de ce côté-là, oui, tu vas avoir du blood flow, puis ça, c'est pas mauvais en soi, mais point de vue objectif d'entraînement, ça accomplit pas grand-chose. Mhm. OK. Puis, à partir de là, comment est-ce que tu vois ça? Peut-être on y va en surface, mais quelqu'un qui aurait des training camps sur des durées d'une fin de semaine, alors 3, des fois 4 jours, versus quelqu'un qui aurait que ça serait réparti là, à travers des semaines. Comment est-ce que ça ressemble? C'est 2 full body workouts, c'est 3, ça dépend, c'est du 2 séries, c'est. L'idée, c'est de garder la structure que l'athlète a déjà. De diminuer le volume, tu peux diminuer jusqu'à 50% du volume si tu gardes le même nombre de sessions ou de couper la moitié des sessions. Puis si on parle d'un mini-camp où est-ce que c'est concentré sur un week-end, ben, je vais accomplir mon volume normal d'entraînement de une semaine, mais sur 2 semaines. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma semaine en deux. Je vais laisser minimum une journée de repos avant le début du minicamp et je vais donner minimum une journée de repos après le minicamp. Fait que OK. ça, c'est la façon la plus simple de le faire pour des minicamps. Si C'est. après ça, c'est splitté sur une longue période de temps, ça dépend vraiment de l'expérience, du background de l'athlète, de sa position. Et à ce moment-là, ça va ressembler plus à des guidelines de in-season training. Je comprends. C'est comme si on vivait une petite saison à un autre moment dans l'année. C'est Puis là, exactement ça. tu me parlais de prendre une journée de repos avant et après le camp. Ça me mène à ma prochaine question. Est-ce que c'est un spring camp, c'est comme une saison de foot ou est-ce que
je prends une semaine de repos avant, puis je prends 1, 2, 3, 4 semaines de repos après. Tu sais, la durée après, je sais que non, tu n'as pas besoin de 4 semaines de repos après un sprint camp. C'est pas comme après avoir joué une saison pendant 12 semaines, avoir joué 15 games, tu sais, 12 games, ou peu importe. Mais comment est-ce que tu vois le repos d'entraînement vis-à-vis le sprint camp? Ben, souvent, ce qui est intéressant avec le Spring Camp, c'est que ça marque la fin du off-season d'hiver, puis ça sépare ou délimite le début du off-season d'été. Fait qu'à ce moment-là, exemple au collégial ou au secondaire, ça fait souvent aussi avec la période d'examen des gars. Fait que ça peut être vraiment judicieux de dire, OK, ben là, on finit le Spring Camp, on vient de donner une semaine intense, on va prendre une semaine de break où il n'y a pas de foot, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de sprint, rien. Ça va laisser le temps aux gars d'étudier, de passer leur cours pour qu'ils puissent jouer à l'automne. Et ensuite, bon, l'école est finie, on commence l'entraînement d'été. Fait que de ce côté-là, ça fonctionne bien, mais tu sais, ça dépend. Il y a autant de bonnes réponses qu'il y a de contexte. Puis plus que le break va être long, plus que je pencherais vers, OK, si tu as 2 semaines de break, ben, on va donner une semaine complètement off. Puis dans l'autre semaine, on va donner 2 ou 3 entraînements que les athlètes vont pouvoir placer de façon autonome, qui vont marquer un retour progressif vers l'entraînement d'équipe. Parce que là, 2 semaines complètement off, ça commence à être long de mon point de vue. Puis, je te pose la question, je me souviens pas si c'était comme ça à chaque année, mais je me souviens qu'à Laval, pendant la période d'examen, il y a au moins un an où est-ce qu'on avait 3 semaines off de training. Moi, j'allais au gym, certains allaient au gym, ils nous le recommandaient pas vraiment, mais un petit peu, mais c'était pas structuré. Puis moi, je le voyais un peu comme la période, OK, cool, je vais dans le gym, puis je fais ce que j'ai envie de faire. Fait que souvent, je prenais cette période-là, faire du... En tout cas, j'ai une année en tête où est-ce que j'en profitais faire du 5 by 5 sur des main lifts, par exemple. Mais... 3 semaines, c'est long. On devrait tu as le temps de te désentraîner, puis en 3 semaines, tu vas avoir les deux cas des gars comme toi puis moi qui vont continuer d'aller au gym parce qu'ils aiment ça, puis que bon, ça fait trop longtemps qu'on a touché à des poids, fait qu'on a envie d'en faire, puis qui vont se maintenir. Puis on arrive après à ce moment-là à l'été, puis on n'a pas besoin de jouer en mode catch-up et de dire OK, ben là, ça fait 3 semaines, fait que mes niveaux de force ont diminué, ma puissance a diminué, mon top speed a diminué. Ben là, les 2, 3 premières semaines d'entraînement, ils vont me servir à retrouver mon baseline. L'idée, c'est de repartir l'été au même point que lorsque tu as terminé l'entraînement d'hiver. Fait que si ton break est trop long et que tu reprends en arrière, ben de mon point de vue, c'est, je veux pas dire c'est une perte de temps, mais c'est pas optimal. Ouais. Surtout que l'énergie que tu as à mettre pour maintenir tes qualités athlétiques, c'est vraiment low effort. Puis j'aime bien mieux dire, OK les gars, vous allez vous entraîner de façon autonome, voici vos 2 sessions, puis de le contrôler plutôt que d'avoir des gars comme toi puis moi qui sont pas capables de dire, OK, là, on en fait trop, puis on va arriver fried pour le training camp, pour l'entraînement d'été. De cette façon-là, ben, si tu fais d'une pierre deux coups, tu as les gars qui ne s'entraînent pas, ben, eux, ils vont s'entraîner, puis ils vont arriver optimal, puis ils n'ont pas besoin de jouer, ils ne seront pas en mode catch-up, comme on a parlé. Puis il y a les meatheads qui sont, on est intelligents, mais des fois on est cave, puis qui en font trop, puis on contrôle leurs ardeurs, on va le dire demain. Ouais. OK. Puis, si maintenant je reviens à l'entraînement pendant le camp, fait qu'on a parlé de diminuer le volume, on a parlé de garder une intensité, de garder des charges, de continuer de bouger vite ou peu importe, de continuer de lever lourd. Maintenant, est-ce qu'on devrait changer les mouvements qu'on fait? Est-ce qu'on devrait périodiser certains mouvements à ce moment-là versus d'autres? Idéalement, tu gardes les mêmes patterns, mais tu vas les ajuster pour favoriser un maintien en créant le moins de Delayed Onset Muscle Soreness. Ça, c'est les fameux DOMS, la fameuse sensation d'être raqué. Ça, c'est ça un petit peu ton enjeu où que tu veux jouer pour maintenir tes niveaux de whatever sans jouer sur tes performances sur le field. Okay? Ensuite, dépendamment de la durée de ton training camp, ben, tu n'auras peut-être pas besoin de maintenir ta masse musculaire parce que c'est la qualité qui se maintient le plus facilement. Fait que si ton spring camp est sur une semaine,
tu n'as pas besoin de t'assurer de stimuler l'hypertrophie durant ce stretch-là. Mhm. Donc, généralement, ce que tu vas vouloir garder dans ton entraînement, c'est quelque chose en force, force max, quelque chose en puissance. Puis tu vas vouloir diminuer ou complètement couper les sauts pour t'assurer qu'il n'y ait pas trop d'impact. Parce que pratique de T'en as foot veut déjà en dire pratiquant. plus de courses, plus d'impact. Puis là, tu deviens plus à risque de développer des tendinites, des périostites Ouais. ou une blessure de overuse. Mhm. Le plus possible des mouvements que tu connais bien. Fait que si toi, tu as Ouais. l'habitude de faire du squat ou du RDL, ben fais du squat ou du RDL. Mets ton squat, fais-le from pin, en half squat, et ton RDL, fais-le en rack pull, fait en diminuant le range of motion. Parce que ce qui va jouer le plus sur ta sensation d'être raqué, c'est lorsque tu vas travailler dans des grands range of motion puis que tu vas mettre beaucoup de tension dans une grande amplitude de mouvement. Mhm. Puis souvent les pauses de depth, là, tu sais, je me souviens, moi, l'affaire qui Oh, m'avait le plus défoncé pendant un camp. Man, j'ai tellement fait des affaires stupides quand j'y pense. Là. Je voulais continuer de travailler sur ma force, ma mobilité, puis ci, puis ça, puis je me souviens un training camp, je sais plus si c'était un spring camp ou... c'était sûrement pas un spring camp parce que c'était pas en Floride, fait que c'était un training camp. Puis moi, j'ai eu la brillante idée de faire des front squats avec des poses de depth pendant le training camp. J'avais tellement les adducteurs défoncés le lendemain dans le warm-up. J'étais comme, oh. Puis là, c'est comme, oh, yeah, ça va être ouais, non, tough, là. ça, c'est exactement la situation que tu veux éviter. Si c'est bien fait, là, ton deload ou ton training de maintien, tu devrais feel mieux. Tu devrais te sentir activé, mais pas fatigué. Mhm. All right. On souhaite à d'autres de ne pas faire les erreurs que j'ai Mhm. faites. OK. Dernière recommandation, c'est bon, on a parlé d'hypertrophie, on a parlé de force max, on a parlé des sauts, des impacts. Power maintenant, ben, le plus simple, c'est que tu gardes ton lift ou le mouvement que tu utilisais en power. Fait que, par exemple, si tu faisais du clean, tu continues de faire du clean. Tu peux diminuer un petit peu la charge que tu utilises, mais à ce moment-là, ton objectif, c'est de bouger les poids le plus rapidement possible. Donc, ça va faire en sorte que ton output de puissance va être haut, va te permettre de maintenir cette qualité-là, parce qu'au final, c'est la force fois la vitesse. Donc, si tu diminues la force, la charge que tu utilises, ben, il faut que ta vitesse compense. Là où est-ce qu'on se plante, c'est si on diminue la force, on diminue la vitesse aussi. Mhm. Fait que dans un contexte, c'est niaiseux, puis il n'y a pas beaucoup de gars qui vont le faire, mais ça pourrait être un contexte dans lequel, hey, je prends un truc, puis je mesure mon VBT pendant que je le fais pour m'assurer que je bouge vite avec une charge X. Ça serait le golden standard. Mais Ah en ouais. termes de positionner ton équipement, etc., ça se fait bien si tu es tout seul et que tu as un partner, si vous êtes deux, que vous êtes habitué d'utiliser la méthode, ou Mhm. si tu as comme la structure de coaching pour le faire avec toi. Mais c'est quelque chose que moi, personnellement, les Limoilou, que j'aurais vraiment voulu implémenter, mais c'était pas pratique, ça se faisait pas. Fait qu'à ce moment-là, il a fallu mettre ça de côté. Cool. Puis, après ça, si on parle de tout ce qui est peut-être... est-ce que c'est un moment où est-ce qu'on veut faire du deep range of motion? Venir penser à tout ce qui est recovery, rehab, prehab, tu sais, faire des exercices d'activation avant les pratiques, à d'autres moments, I Mhm. don't know, venir faire de la mobilité ou voir même... puis moi, c'est le genre de truc que je ne faisais pas quand on jouait, mais que là, j'intègre dans mes entraînements de course. Fait que je me dis peut-être que pour le foot, ça aurait du sens, du low intensity cardio. Tu sais, puis en ce moment, je te donne un exemple, je cours beaucoup en me préparant pour le demi, mais ma journée off de course, des fois, je vais faire un genre de vélo là, où est-ce que je mouline pendant une demi-heure, 45 minutes, une heure, puis man, ça feel good. Le lendemain, je me sens vraiment mieux. Tu sais. Fait qu'il y a-tu Mhm. certaines de ces modalités-là qu'on pourrait utiliser pour enhance le recovery? Mais absolument. Puis c'est pas nécessairement pour améliorer le recovery, mais plus pour gérer la charge d'une certaine façon ou comment tu vas te sentir quand tu vas faire les pratiques. Le low intensity cardio, je pense que ça peut être vraiment un bel outil pour stimuler ton blood flow, euh, pour stimuler ton système cardiovasculaire de base si ton training camp prend énormément de temps. Ou qui s'étale sur beaucoup, beaucoup de semaines, je veux dire. Hmm. OK? Si c'est juste un minicamp, ben, ton low intensity cardio, il n'y aura pas tant d'effet que ça. OK? OK.
Mais pour aider à flusher l'acide lactique, une des belles façons que tu pourrais l'utiliser, c'est OK, j'ai un spring camp. OK, le format, c'est 2 journées on, une journée off. Ma deuxième journée on, après la pratique, je m'en vais faire 20 minutes de vélo. Comme on a déjà vu, je pense, les joueurs des Eagles faire En pendant une playoff. short week en playoff. Ça aide à flush les déchets métaboliques qui ont été créés durant la game ou la pratique. Cette fois-là, là, les Eagles, j'ai pas tous les détails, là, mais il y avait une photo qui avait été leaked, puis je sais que, je sais pas si c'est tout le monde, mais je sais que certains des joueurs le faisaient avec du BFR ou du Katsu. Personnellement, je suis pas assez calé dans cette combinaison des deux méthodes pour voir Ouais, si ça fonctionne bien. ouais, Surtout que le but du BFR, c'est d'avoir plus de déchets métaboliques. Fait que ouais, personnellement, c'est peut-être pas ce que je ferais. ouais, Surtout que tu le sais que 20 minutes de bike, low intensity, break a sweat va fonctionner. Fait que ouais, ouais, c'est ça. pourquoi rajouter une variable, une contrainte de plus que peut-être, mais Mon t'es pas sûr. hypothèse serait l'impact sur la production locale de growth hormone pour aider au processus de recovery, mais man, I don't know. Iffy at best en termes de genre evidence-based de mon point de vue puis de ce que j'en sais. Ouais, Fait que les evidence sont comme c'est plus anecdote. Fait que c'est pas ce que je ferais, mais 20 minutes, une journée on, 2 journées on, une journée off. Après ta deuxième journée on, j'irai faire un 20 minutes, ça peut être vraiment intéressant. Puis après, tu as une journée qui est complètement off. Fait que ça peut être intéressant. À ce moment-là, tout ce qui est range of motion, rehab, prehab, c'est là que ça devient vraiment intéressant d'avoir un assessment individuel, personnalisé, pour savoir, OK, moi, je sais que j'ai un hotspot. OK, mon épaule droite, moi, par exemple, j'ai de la difficulté avec mon range of motion en rotation interne, puis si je ne le maintiens pas, ça peut devenir problématique. Mon épaule est moins stable. En conséquent, là, je m'en vais jouer au foot. Je vais utiliser mes bras pour press and shed. Je vais utiliser mes bras pour tackle. Je vais être un peu plus à risque si je fais rien pour maintenir ce degré de mobilité-là et de stabilité que je sais que moi, j'ai besoin de travailler. Fait que là, ok. ça peut devenir vraiment intéressant de le faire, mais vraiment ciblé selon tes besoins. Ok. Fait que c'est pas juste d'y aller et de dire, ah, moi, je vais faire un peu de rotation externe ou un petit peu de whatever else, là. C'est pas. Ça, pour les bénéfices que ça peut apporter, je dirais, va chiller à la place. Ouais, Mais parce que. si tu sais que tu as quelque chose aux hips, au hip flexor, l'idée, c'est pas de les stresser, mais c'est de garder un bon degré de mobilité ou d'activation sans créer de fatigue durant des moments que tu sais que tu vas avoir besoin de cette partie-là de ton corps. Puis pourquoi est-ce que tu parlais de ça, par exemple, ou ça ou le low intensity cardio, je sais pas si celui-là tu le mets dans la même boîte, de le faire après ta deuxième pratique de 2 journées on avant une journée off, plus que pendant ta journée off en active recovery or whatever you want to name it. Au niveau du low intensity cardio, ça serait après, donc ta deuxième journée on. L'idée, c'est de grouper les stresseurs. Fait que d'avoir une journée que, OK, cette journée-là, J'en ai un elle peu vient vraiment plus. débalancer mon corps en termes de stress et d'avoir une journée que tu es vraiment all-in, point de vue recovery. Il n'y a rien qui vient créer un stress supplémentaire. Fait que c'est Je de comprends. grouper les stresseurs. Quand on parle de rehab, prehab, range of motion, si c'est bien fait, ça ne devrait pas créer de fatigue. Cool. Ça devrait juste te donner un petit peu plus de ressources à court terme. Mhm. Et ensuite, tu veux l'utiliser dans ton entraînement à l'année longue, quand tu le lifts, quand tu fais tes sprints, et dans ce cas-ci, à ta pratique. Puis quand je parle de ressources, c'est mobilité, proprioception, contrôle, moteur. Puis là, pendant que tu parles de gérer ses ressources, de gérer sa fatigue, comment est-ce qu'un gars devrait gérer sa fatigue s'il sent qu'il a de la difficulté à récupérer, il est raqué, il est fatigué pendant son camp? Parce que c'est le cas de plusieurs. Puis moi, j'ai un athlète en tête que ça va super bien, mais je sais qu'il y a plusieurs gars dans son équipe qui sont blessés parce qu'ils ont un spring camp étalé sur plusieurs semaines. Puis il y en a qui ont des charges à temps plein à l'école et qui sont en Mhm. stage à temps plein, que ci, que ça. Puis ça devient difficile. Fait que y a-tu quelque chose que je me dis, OK, ça, je le priorise, je coupe ça? Tu sais, est-ce que je me dis, OK, ben, regarde, je recover pas, là, fuck le gym, puis je fais juste focus sur mon foot? Comment tu gères ça, personnellement? C'est tough. C'est du cas par cas.
ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les stress viennent peser du même côté de la balance. Fait que ce soit un stress de job, d'école, émotionnel, physique, entraînement. Fait que tu veux diminuer le stress, le manage le plus possible. Tout ce qui va là-dedans, tu veux garder ça au plus bas possible. Et tout ce qui rentre dans ton côté recovery pour venir balancer ça, ben, tu veux le maximiser. Puis à ce moment-là, on va parler de ta nutrition. OK? Est-ce que tu dors assez? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu es capable de rentrer en mode parasympathique pour relaxer et récupérer par la suite? Fait qu'il n'y a vraiment pas de secret. Puis en recovery, là, c'est plate, mais la meilleure méthode d'avoir un bon recovery, c'est d'avoir un bon load management. Qu'est-ce qui est dommage, c'est que si tu joues dans une équipe de foot, tu n'as pas le contrôle sur tout le load qui est là. Donc, ça se peut très bien que le load soit juste, malheureusement, énorme, puis que tu dois vivre sur un recovery qui n'est pas à 100%, mais qui est peut-être à 85-90%. Sinon, assure-toi d'être le plus parfait possible dans ton sommeil, ton alimentation, ton lifestyle. Puis couper tout le reste qui pourrait être des stresseurs sur lesquels tu as un contrôle. Pendant que tu parles de ça me fait penser à deux images qu'on utilise souvent dans des présentations qu'on trouve sur Internet. Les fameuses images par rapport à la charge allostatique puis les comparaisons avec le bucket. On parle du bucket de stress ou peu importe. Je vais regarder si on est capable de les mettre dans la description. Pour certains, ça peut donner une idée de quels sont tous les stress qui rentrent, qu'est-ce qui rentre dedans, puis sur quoi j'ai du contrôle. C'est niaiseux, mais par rapport à la diète, ne pas manger assez, par exemple, pourrait être un stress, mais un autre stress pourrait être manger de la crap. Je mange assez, mais je mange des cochonneries pour me permettre de manger assez. Ça peut devenir un stress supplémentaire du côté de ta balance. Fait que je vais regarder si on est capable de mettre les images dans les show notes ou whatever you name it. Il y en a deux que j'ai en tête qu'on utilise beaucoup. Yep. Fait que ça ressemble à ça. Overall, pour ceux qui nous écoutent, contrôle ce que tu peux contrôler avec les guidelines qu'on vient de donner. Puis s'il y a quelque chose qui ne fait pas de sens de ton point de vue mais que tu ne contrôles pas, reviens au premier conseil. Essaye de faire le mieux possible. Et à ce moment-là, ça va être encore plus important de bien faire sur les choses qui vont venir balancer le côté recovery de la balance. Great stuff. This is it. Fait que moi, j'ai fait le tour. Je pense que toi aussi. Merci, merci pour votre écoute, les boys. Les boys and girls and parents and whatever. Mais merci de votre écoute. Fait que ça, c'était le 3e et dernier épisode spécifique à l'entraînement avec BAM de ce premier quart de l'année 2025. Yep. Fait que bon training camp à tout le monde. Honnêtement, c'est une période qui est très excitante. Profitez-en. Faites pas trop de niaiseries comme on a fait. Puis comme profitez-en pour jouer au foot. C'est des beaux moments que vous vivez. Puis des spring camps, tu les vis peut-être pas à toutes les années. Moi, personnellement, je l'ai manqué beaucoup. Puis c'est des beaux moments pour jouer au football. Puis pour avoir du fun. Puis pour faire des erreurs. Pour de vrai, c'est cool pour ça. Fait que gaspille pas tes reps en pognant des crampes en plein milieu de ton camp parce que t'as fait trop de sauna. Smart. Alright. Peace.